Voilà, il est 13 heures et on se retrouve pour la suite du ZCL en direct, donc de Canal 10 en direct aussi, de C10 FM si vous êtes en voiture, et de RHT Radio Haute Tension. Je vous l'ai dit, on va recevoir Ingrid Paoli, elle est formatrice du CERAC. Alors le CERAC, je viens de l'apprendre, ça signifie sourd, entendant, recherche, action, communication, n'est-ce pas Ingrid? Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu pourquoi sourd et entendant. Ah, donc il faut faire la différence entre une personne sourde et une personne entendante. Donc l'entendant, c'est nous, et la personne sourde, c'est celui qui naît sourd ou suite à une maladie ou un accident, qui perd Alors on dit plus malentendant, ça se dit plus. Il y a une différence entre le sourd et le malentendant. C'est encore une autre catégorie. Ben, les malentendants, ça peut être nous demain. Ah d'accord. Oui, bien sûr. Ou un accident. Donc, vous m'avez dit vers 70 ans de malentendant, c'est ça? À peu près. Oui. On a encore le temps. Bien, alors, le CERAC fonctionne et donc vous vous occupez de la langue des signes pour les bébés. Voilà. Alors, comment on dit bonjour pour un bébé en langue des signes? Bonjour mon bébé, comment vas-tu? Et il comprend le bébé? Ah, ben alors c'est tout à fait le concept. En fait, je propose aux parents et aux professionnels de la petite enfance un outil ludique, simple et efficace, les signes pour bébé. La langue pour les bébés sourds ou bien pour les bébés normaux? Non, non, pas du tout. C'est pour les enfants entendants. Il n'est pas destiné uniquement aux bébés. Ah, d'accord, pour les entendants. C'est encore autre chose. Oui, c'est d'autres structures. Là, on parle vraiment pour les enfants et les bébés entendants. Oui. Donc la langue des signes pour bébé permet la communication pour les enfants qui ne peuvent ou qui ne savent pas encore parler. Le concept, en fait, il vient vers la fin des années 80 aux États-Unis. C'est Joseph Garcia, un jeune étudiant américain, qui remarque que les enfants entendants, issus d'une famille sourde, pouvaient communiquer dès l'âge de 9 mois avec les parents. Ils pouvaient s'exprimer, échanger, contrairement à des enfants entendants issus d'une famille entendante. C'est-à-dire, j'ai un enfant entendant, nous parlons, mais cet enfant met beaucoup plus de temps à pouvoir parler. La parole vient beaucoup plus tard. Contrairement à des enfants entendants qui sont issus d'une famille d'un papa ou d'une maman sourde. Parce que eux, ils vivent dans un univers de signes. Donc en fait, il fait découvrir au grand public l'avantage et l'utilité des signes pour enfants, pour les enfants et les bébés entendants. Alors, quels sont les bienfaits de ce langage des signes pour bébés? Alors, il faut savoir que le concept quand même est arrivé dans les années 2006 en France et en Guadeloupe en 2015 par l'association CERAC. CERAC, bien sûr. Voilà. Alors, les bienfaits, donc comprendre les besoins, surtout permettre au bébé de s'exprimer autrement que par des pleurs et par des cris. Renforcer, développer des interactions et surtout aussi renforcer une confiance en soi avec les parents et l'entourage. Mais alors, je pose quand même la question, un enfant qui apprend, à qui on enseigne le LSB, le langage... La langue des signes pour bébé. Mais si cet enfant, il est entendant normalement, ça ne le perturbe pas C'est une très bonne question. En fait, la langue des signes pour bébé ne retarde pas du tout le langage, et je le précise bien. Pourquoi? On accompagne le signe avec la parole. Est-ce que tu veux encore manger? Oh, mais tu m'as l'air fatigué. Alors, j'explique. L'utilisation de la langue des signes n'est pas destinée uniquement aux enfants sourds. D'ailleurs, on remarque les bénéfices qu'elle apporte pour les enfants qui ont les troubles du langage, la dysphasie, ou certains enfants autistes. Alors, je m'explique. À partir de 7 mois, le bébé, il rentre dans une phase d'imitation. En fait, il reproduit les gestes des adultes qui l'entourent. Alors, c'est tout naturellement que les premiers gestes arrivent, comme... Non. Au revoir. Oui, au revoir. Envoyer des bisous. Oui. Applaudir. Applaudir. Oui. Faire les marionnettes. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que les organes phonatoires mettent beaucoup plus de temps que la maturation de la motricité manuelle. D'accord. Autre question, j'imagine qu'au CERAC, vous formez des spécialistes dans le langage des signes. Dans la langue des signes pour bébé. Combien de temps il faut pour devenir un spécialiste? Si par exemple, je veux faire mon journal uniquement en langage des signes, il me faudrait combien de temps pour apprendre ce langage? Alors attention, là, on parle aujourd'hui de la langue des signes pour bébé. Mais pour complètement adultes, différent. Pour les adultes, c'est pas la même chose.
Alors, si je réponds à votre question par rapport aux professionnels, si on parle par exemple des orthophonistes ou les professionnels de la petite enfance, on fait vraiment la formation Timoun Kassigné ou les ateliers LSB, c'est-à-dire langue des signes pour bébé. D'accord. Après, maintenant, vous me parlez de votre journal. Si vous voulez avoir un traducteur, un interprète, d'ailleurs, vous l'avez tous les vendredis soirs, ça c'est encore autre chose. C'est une autre formation qui est beaucoup plus longue. D'accord. C'est la formation en langue des signes française. Nous, c'est la langue des signes pour bébé. En fait, je m'explique. On pioche des signes qui vient de la langue des signes française, que l'adulte va reproduire en même temps qu'il parle. On signe, on parle. Pourquoi tu pleures? Oh, tu as mal. Tu es triste. Tu es en colère. Donc en fait, on pioche. Mais ce n'est pas de la langue des signes française. Il faut faire abstraction. Parce que la langue des signes française, c'est une construction complètement différente. Il faut respecter la syntaxe et la grammaire. Il y a un code, quoi. Non, c'est pas un code. Non, c'est pas un code. Non, la langue des signes française, c'est vraiment une langue. Ils se sont battus pour ça. Elle est reconnue depuis 2015, donc on peut pas dire un code. Parce que quand on dit un code, c'est un langage. Le langage veut dire code. Là, on parle vraiment de la langue. Là, c'est la langue des signes pour bébé, c'est-à-dire je pioche des signes de la langue des signes française, mais je parle en français. Or, la langue des signes française, on ne fait pas de français. Il n'y a pas de parole. Voilà. Donc ça signifie qu'il pourrait avoir une langue des signes en créole? Ah, mais on s'adapte au pays. Mais on a raison. Mais justement, dans nos comptines, dans notre fameux disque que vous avez devant vous. Oui, le disque. Alors, c'est dans l'autre côté. Voilà, c'est beaucoup de comptines, donc on connaît tous, mais il y a aussi des comptines en créole, mais bien sûr qu'on adapte, mais tout à fait, au contraire, on est très ouvert sur, là il n'y a pas très longtemps, on m'a appris une chanson en créole sur Noël, j'ai plus l'air, excusez-moi, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bon voilà, je l'adapte, au contraire, on est très ouvert, plus on m'emmène des supports, des chansons, des comptines en créole, mais on y va quoi. Alors, à combien de mois un bébé peut commencer à signer, à parler en À partir de 7 mois. C'est extraordinaire de voir un enfant de 8 à 10 mois qui ne peut pas prononcer le mot chocolat, par contre, il peut le restituer en signe. Chocolat. Est-ce que ce langage des signes pour bébé peut conduire le bébé qui grandit, qui devient adulte, au langage des signes pour adulte? Est-ce que le fossé est aussi grand qui fait qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que le langage des signes pour bébé n'est que pour les bébés? Non, pas du tout. En fait, en faisant la langue des signes pour bébé, vous avez énormément de vocabulaire qui vient de la langue des signes française. Donc vous avez une acquisition, quand vous faites ces ateliers, vous avez plus le vocabulaire, il est français. Mais bien sûr, vous avez plus de 300 signes, c'est énorme, ce que vous n'avez même pas quand vous commencez une formation au niveau A1 classique en langue des signes. Donc en fait, votre formatrice, là, elle est entendante. Elle est animatrice bilingue, entendante. Donc elle va vous donner toutes les clés pour justement, si vous voulez après faire la langue des signes. Maintenant, si on parle de l'enfant, les parents, depuis tout petit, signent. Soit l'enfant continue à signer parce que ça l'amuse, il est content, mais ça n'alterne pas du tout au langage, ou alors au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va laisser tomber les signes. Alors des fois les parents sont un peu tristes, après c'est encore d'autres parcours, vous avez des parents qui tombent amoureux complètement de la langue des signes pour bébé et qui ont envie de continuer dans la langue des signes française, comme moi je l'ai fait. Moi j'ai fait un peu tout le contraire, j'ai fait d'abord de la langue des signes française, je suis tombée amoureuse et après on a développé le concept. Ils sont grands maintenant, ils parlent en langue des signes? Alors je suis maman de 4 enfants, effectivement, et moi, j'ai appliqué pour le 4e parce que j'ai découvert la langue des signes pour bébé pour le 4e. Il a quel âge maintenant cet enfant? Il a 9 ans. 9 ans et il signe? Mais bien sûr. Ce que j'adore, c'est quand on est à l'école et qu'il y a des réunions, qu'il est dehors, on communique. Bien sûr. Et j'ai été surtout très fière parce que chaque année, dans les écoles, on fait la semaine des langues. Et cette année, il a dit à son professeur, c'est super, et la langue des signes. Question. Alors là, son professeur lui a dit, mais écoute, vas-y, montre-nous ce que tu peux nous apprendre. Et moi, j'ai été assez fière parce que c'est quand même notre but au CERAC, c'est de diffuser, que la langue des signes soit banalisée. Il faut la diffuser. Après tout, dans les écoles, on apprend le créole, on apprend l'anglais depuis la maternelle, et la langue des signes. Oui, mais sauf que, mais comme vous venez de dire, la langue des signes, il faut l'adapter aussi au pays. Alors, oui. Mais parce que bonbon bitin en créole, je ne sais pas comment on dira ça en langue des signes. Bonbon bitin? C'est exactement comme en français? Bonbon bitin, donne-le-moi quoi. Donne-le-moi. Ben oui. Quinoa. Quinoa? C'est quoi?
C'est quoi ton nom à toi? Oui. Donc c'est le même langage en créole et en français. Ça va? Mais oui. Olaokai. Qui j'enriais? Et Olaokai. Kapati ou ça? Vous me piégez, heureusement que je maîtrise créole. Non, je vous fais faire. Alors, donc, il n'y a pas de risque de retard sur le langage? Non, aucun retard de langage, puisque je l'ai bien dit, on accompagne toujours le signe avec la parole. D'accord. Donc, nous parlons. Bien, alors, est-ce que c'est... Bon, j'imagine que la question se pose, mais enfin, on le dit quand même. Est-ce que c'est approprié pour les structures de la petite enfance? Très bonne question. Oui. La langue des signes pour bébé est de plus en plus demandée dans les crèches, les haltes garderies. Pourquoi? Enfin, les crèches qui ne sont pas fermées. Oui, malheureusement. Oui, pour celles qui peuvent encore résister à tous les alinéas. Effectivement. Donc, alors pourquoi? Déjà, goût à la communication, aide au langage, mais surtout déjà beaucoup plus de calme, parce que les enfants pleurent moins, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, quand il va pouvoir restituer les signes, c'est pour pouvoir exprimer des émotions, des envies, des besoins. Donc résultat, moins de pleurs, moins de frustration, moins de colère et une communication beaucoup plus riche et une relation forte entre les parents et l'entourage. Donc c'est la même chose qui s'installe dans les crèches, puisque les professionnels vont être formés. Et puis surtout, le point très important, c'est que quand vous avez une crèche et une garderie qui est apte à signer, faire la langue des signes pour bébé, ça veut dire qu'ils sont aptes à accueillir un enfant sourd ou le parent sourd. Alors ça signifie que le CERAC forme... Tout à fait, on forme les professionnels. Quel est le cycle de formation? Comment ça s'organise? Alors, si c'est les mamans qui veulent découvrir les ateliers bébé signes, c'est 12 heures. C'est tous les samedis, pendant toute l'année, donc ça fait à peu près 2 mois. Elles ont acquis plus de 300 signes, ce qui est énorme. Donc ça, c'est le niveau 1. Et après, toujours au mois de juin, on fait le niveau 2. Pourquoi le niveau 2? Parce que c'est pour les thèmes qu'on n'aurait pas vus. Par exemple, quand on a un atelier qui démarre entre septembre et novembre, elles n'auront pas vu, par exemple, les comptines de Noël, la galette des rois. Donc pourquoi au mois de juin, il y a ça? Après, les formations pour les professionnels de la petite enfance, vous imaginez que c'est beaucoup plus long, parce qu'on va travailler sur leur support. Les supports de la crèche, et puis c'est surtout comment ils vont le diffuser aux parents, parce que c'est bien gentil, l'enfant il va signer à la crèche, gâteau, la pomme, mais quand il va rentrer à la maison, s'il demande à sa maman, le lendemain elle va aller voir, mon fils il me fait ça mais je comprends pas. Donc voilà, on apprend comment diffuser les signes aux parents, et puis surtout comment travailler leur support. D'accord, alors, cette formation, elle est payante, j'imagine? Oui. Elle est payante. Oui, lourdement payante. Non, vous avez différents prix. Vous avez ceux, par exemple, qui sont demandeurs d'emploi, donc il y a des tarifs, après il y a les prises en charge, et puis il y a les tarifs aussi pour les particuliers et aussi pour les jeunes étudiants. Oui, alors est-ce qu'il faut venir en sachant déjà quelques petits signes, ou bien on part à zéro sans rien savoir? On part à zéro, aucun prérequis. Ah bon, aucun. Alors, la formation Timoun Cassigné, qui est beaucoup plus longue. Alors là, la formation Timoun Cassigné, par exemple, ce sont pour des animateurs, futurs animateurs, qui travaillent dans des centres de loisirs, donc vont travailler sur leur support pédagogique. Donc là, c'est une formation beaucoup plus longue. Elle dure 50 heures, c'est-à-dire entre 3 et 4 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont 30 heures de langue des signes et 20 heures d'animation. Les ateliers bébé signes, je vous ai dit, c'est 12 heures. Donc c'est plus court, c'est 2 mois. C'est vraiment 2 choses différentes. Mais tout ça, on peut aller voir sur le site www.cerac-gp.com. Jette un petit coup d'œil rapide sur votre vidéo. Oui. Parce qu'elle est 13h14 minutes, vous avez pratiquement tout dit, Ingrid. Je parle beaucoup. Oui, non, mais je me rends compte. Vidéo tout de suite, c'est parti. Alors ça fait un peu bizarre quand elle chante. T'as maman loulou. Je signe avec papa. On s'amuse et j'aime ça. Signer avec les bébés. C'est super pour commune. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Allez, on fait la pluie. Aussitôt qu'il pleut, on est content. Il est tout heureux. Il sort la tête. Il sort sa tête. Yes. Il sort sa tête. Et là, on fait Bravo. Mais qu'est-ce que... Où? La tortue de... On se rappelle la chanson, La famille tortue? 1, 2, 3. La famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants
tortues iront toujours au pas. Bravo. Ah, j'aime bien. C'est pas il vibre. Il vibre. Alors, hop, elle met ses lunettes et elle dit les SMS. Les messages. Oiseau, poule. Ça, je peux mettre la petite aile. Le lapin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le papillon. Mais, manger. Très bien. Papa. Peur. Du côté du cœur. Ok. Musique. Très bien. Alors maintenant, par exemple, vous pouvez tomber sur le chat qui a soif. Ça veut dire qu'il faut signer. Donc, chat. Moi, je signe avec une main, mais vous êtes chat. Voilà, chat, soif. Voilà, très bien. Vraiment bien. On fait le malléole. Là. Là. Et hop. Non, 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 pas comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on passe. Regardez, regardez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est bon. Pareil. Juste le pouce. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros-cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en prévente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vin bonne Fosla. Dynasties, combat, le combat. Chantez. Voilà, il est 13h18. Vous le savez, la semaine de la presse a commencé chez nous à ZCL depuis déjà une semaine et pratiquement chaque jour depuis lundi dernier, nous recevons un journaliste ou un communicant. Nous avons déjà reçu des confrères et des consoeurs de ces métiers-là et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir le rédacteur en chef des Nouvelles Semaines, Jacques Dancal, lui-même en direct. Bonjour. Bonjour, Dani. Alors, la thématique cette année pour la semaine de la presse à l'école organisée par le CLEMI, c'est d'où vient l'info. Alors je pose la question, d'où vient l'info? Ben, elle vient de partout. C'est ce que nous disons d'ailleurs aux jeunes qui viennent chez nous. On a un accord avec le CLEMI, avec le rectorat, justement pour diffuser, faire la promotion des médias. Des journalistes en herbe. Les journalistes en herbe, voilà, on les a soutenus. On a eu des journaux d'école que nous avons imprimés. On les imprime gratuitement. On fait des exemplaires supplémentaires pour eux. On reçoit des classes. On a quand même de très bons rapports. Alors effectivement, le gros problème pour nous, c'est expliquer d'où vient l'info quand il y en a autant. Oui. Mais la question n'est peut-être pas d'où vient l'info, mais d'où vient la vraie info. La vraie info, parce qu'il y a des fakes maintenant. C'est surtout ça. Ça dit que nous, on essaye de leur expliquer que le journalisme, c'est avant tout une information qui est vérifiée, qui est fiable, parce que nous avons des obligations, nous avons une déontologie que nous devons respecter, et surtout, nous sommes redevables aussi devant nos lecteurs de tout ce qui peut se passer après, s'il y a des contestations, des procès. Donc, nous sommes responsables de l'information que nous donnons. Donc, la première chose que nous faisons, c'est la vérifier pour qu'elle soit le plus juste possible. C'est ça. Et cette information-là, elle vient de partout, mais ce qui fait la différence avec toutes les autres, c'est qu'elle est vérifiée, elle est fiable, il y a un minimum de rigueur qui garantit en fait la véracité des propos que nous tenons, et puis surtout, on est aussi les gardiens d'un certain nombre de libertés, c'est-à-dire que
plus il y a de l'info vérifiée, plus la liberté des individus est garantie, parce qu'ils peuvent diffuser ce qui est juste à travers nous, bien sûr. Parce qu'il y a de plus en plus de confusion entre ce qu'on appelle les réseaux sociaux, aussi bien Instagram, Facebook ou autre WhatsApp, et la vraie information. Comment on fait le distinguo? Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, ou un adulte qui est adepte à son smartphone et à WhatsApp? Alors, ce qu'on peut lui dire, c'est que justement, les médias existent pour ça, qu'il faut qu'il vérifie son info auprès des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire exactement comme quand il a une information, il rencontre un ami qui lui dit « mais tu as le bras qui te fait mal, c'est certainement ton coude qui est cassé ». Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un médecin. Si on lui dit « mais écoute, de toute façon, tu peux hériter de tous tes voisins », mais la première chose qu'il va faire, il va demander à un avocat ou à un notaire, dans le pire des cas, ou à une personne habilitée à la mairie. Donc, c'est important de savoir qu'il y a des gens dont c'est le métier de diffuser de l'information, de la vérifier et de leur dire ce qui est juste. À partir de ce moment-là, les réseaux sociaux deviennent un apport complémentaire et d'ailleurs, les médias utilisent aussi les réseaux sociaux parce que nous, par exemple, les journaux, nous utilisons nous aussi Facebook, nous utilisons WhatsApp, on utilise Instagram, Snapchat, Twitter. Tout le monde utilise les réseaux sociaux pour donner des informations, mais ce qui change, c'est la signature. C'est la signature. On sait que c'est Canal 10 qui va donner cette information-là, que c'est l'Express, que c'est France Antilles, que c'est Nouvelle Semaine, Antenne 2, le Progrès social. Voilà, tout à fait. Tous les médias sont sur les réseaux sociaux. Ça prouve bien que c'est juste un canal, un réseau social, pour diffuser de l'information, comme l'information médicale, on peut l'avoir de n'importe qui. Eh bien, c'est pareil pour l'information, mais il y a des professionnels qui sont en charge de vérifier, de dire ce qui est juste. Alors, il y a une révolution qui a atteint les médias depuis, bon, on va dire, une vingtaine d'années, grosso modo, mais plus récemment, depuis peut-être 15 ans, c'est le numérique. Alors, ce choc du numérique, beaucoup de gens disent, ah, ça y est, le papier va disparaître. Enfin, j'entends ça depuis 30 ans, 20 ans, que le papier va disparaître. Comment vous êtes journaliste papier, vous résistez au choc du numérique? Alors, quand la télévision est apparue aussi, on a dit la radio, ça va disparaître. Les journaux vont disparaître. Alors, finalement, ils n'ont pas disparu, ils ont trouvé une place différente, il s'est resté complémentaire. Moi, je crois qu'il est clair que l'arrivée du numérique a un impact considérable, tout simplement parce que pour nous qui sommes des médias payants, parce qu'il faut acheter le journal, ou il faut quand même regarder la télévision, ça veut dire qu'on paye d'une certaine manière l'information qui est donnée, il est clair que la gratuité réduit forcément l'accès aux journaux papier, parce que bon, on n'a pas envie de payer. Mais il n'empêche que ça remplit quand même une fonction qui est un petit peu différente. L'information instantanée, on a besoin parfois d'une lecture sur le papier qui prend plus de temps, qui permet d'avoir du recul. Mais une chose est certaine, c'est que les formats vont changer. Les formats vont changer parce que nous-mêmes aussi, nous devenons complémentaires de ce qui se passe sur le numérique. Donc on en tient compte. La lecture, la manière même de monter le journal, de le composer, tient compte des écrans. Ça tient compte des écrans, les yeux ne fonctionnent pas pareil. Un jeune ou une personne, mais maintenant tout le monde a un smartphone, qui a l'habitude de lire sur un écran, quand il prend un papier, il garde des habitudes de lecture. Donc nous aussi, nous en tenons compte. Hein. On a plus d'images, on a des les formats sont moins longs. Voilà, les textes sont moins longs. Les gens peuvent aller. Alors nous, par exemple, on peut avoir une information. Beaucoup de journaux font ça et le dossier complet peut être lu en ligne pour ceux que ça intéresse. Donc il y a vraiment quelque chose de complémentaire. Et dans le même temps, le journal garde cette souplesse de papier, on peut l'emporter à la plage avec soi, ça ne demande pas d'être rechargé, ça n'a pas de batterie, etc. Il y a toujours du réseau quand on a un journal papier en main, parce qu'on peut toujours lire. Je crois qu'il y a quand même des avantages qui vont rester, mais il est certain qu'on est dans un changement de modèle économique, dans une transformation. Et puis il y a le dernier point, c'est toujours l'objectivité de l'information qui est sur le papier. Ça a l'avantage d'être écrit, ça ne disparaîtra pas. Donc c'est une complémentarité finalement entre les deux. La télévision n'a pas tué le cinéma. Alors, la dernière question, et elle vous concerne directement, comment on réalise un hebdomadaire? Parce qu'il y a plusieurs formats, il y a le mensuel, il y a le quotidien, mais il y a aussi l'hebdo. Alors quand on est dans un hebdo comme Nouvelle Semaine, comment ça se fait? Comment on le fait techniquement, pratiquement? Alors chaque semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble l'information, on la récupère de partout, avec nos reporters qui sont sur le terrain, avec des agences de presse auxquelles nous sommes abonnés, celles que nous consultons à l'extérieur, par exemple pour la Caraïbe, etc., pour les États-Unis, évidemment pour la France, on a l'agence France Presse. Donc on rassemble les informations, on distribue
dessus les reportages à faire lors d'une conférence de rédaction. On décide quels seront les sujets les plus importants. Par exemple, cette semaine, on a la semaine de la formation professionnelle, semaine régionale de la formation professionnelle. On sait que nous devons suivre ça, mais il y a eu des événements entre-temps. Le LCDM a bloqué la mairie de Mao, on est dessus. Il y a toute une série d'événements. Donc, on choisit les sujets, on les arrête et on sait que le jour où on va imprimer, donc il y a toute avant, il y a toute la phase de mise en page, de récupération des photos, des images, des choix graphiques qui vont être utilisés. Évidemment, on a une charte graphique qu'on respecte. Et à ce moment-là, on met tout en page. Nous, on le fait entre le mardi et le mercredi pour une impression le mercredi dans la nuit, le journal étant façonné aussi pour qu'il soit distribué le jeudi. On se retrouve tout de suite après la pub pour parler un petit peu du métier lui-même, puisque beaucoup de jeunes posent la question, est-ce qu'on peut être journaliste? Est-ce que c'est un métier compliqué et difficile? J'ai eu l'occasion de poser la question à d'autres confrères. On vous retrouve tout de suite après la pub pour répondre à ces deux questions.